Chapitre 1. Un vieux couple dans un village isolé. Boucher et sa femme étaient un vieux couple qui vivait dans un village de montagne, au sud du pays. Leur maison était entourée de ruines où vivaient des serpents et des animaux sauvages. Avant de s'installer là, Boucher avait voyagé dans le nord du pays et même en Europe. C'était un homme religieux et instruit. Il possédait une petite boutique à Mazagan, ce qui lui permettait de vivre confortablement dans ce village isolé. Le couple s'entendait bien avec la nature et avec les voisins. Même s'il n'avait pas d'enfants, il ne ressentait ni tristesse ni regret. Chapitre 2. Un homme juste. Pendant la colonisation, Boucher, qui était policier du village, reçut la visite d'un soldat venu chercher des résistants en fuite. Boucher lui répondit fermement qu'il n'y avait personne dans le village, puis avertit les résistants pour qu'ils restent en sécurité. Après avoir repensé à ce souvenir avec fierté, il partit poser un piège pour attraper des lièvres. Le lendemain, il en ramena 2 et demanda à sa femme d'offrir un peu de viande à une vieille voisine. Avant de dormir, il lui parla du sacrifice de 2 béhufs à la mosquée le lendemain et d'un rêve qui le troublait chaque nuit. Chapitre 3. Un rêve inquiétant. Cette nuit-là, le vieux Boucher a fait encore le même rêve. Il grimpait sur un amandier et tombait. Son sommeil était troublé. Le matin, il est parti avec le boucher et un vieil homme respecté à la grande mosquée. Là-bas, tout le monde était joyeux et la cérémonie était spéciale. Chapitre 4. Un souvenir douloureux. Le vieux Boucher raconta à sa femme la fête du sacrifice des 2 béhufs. Elle était contente du morceau de viande qu'il avait ramené. En buvant du thé et en fumant, il se rappela le passé, quand le Maroc était sous l'occupation française. Il expliqua pourquoi il avait quitté la ville pour vivre dans un village calme et sécurisé. Dans son village, Boucher aimait jardiner et planter des arbres fruitiers. Il prenait soin des oiseaux qui venaient manger ses fruits. Les habitants pensaient qu'il était un saint ou un magicien à cause de son amour pour les animaux. En mangeant des amandes grillées et en buvant du thé, il parla à sa femme du passé colonial. Ensuite, il fit une sieste, mais il se réveilla brusquement à cause d'un cauchemar. Pour se calmer, il reprit du thé et fuma en regardant la montagne. Il se souvint des chasses qu'il faisait avec ses amis, dont certains étaient des bandits. Quand sa femme revint après avoir nourri les animaux, Boucher lui parla d'un mille-pattes venimeux et d'un serpent vivant près de leur maison. Il lui expliqua qu'il ne représentait aucun danger. Ils discutèrent longtemps de la relation entre les hommes et les animaux. Enfin, la femme exprima sa tristesse de ne pas avoir d'enfant, mais Boucher la réconforta en lui rappelant que certains prophètes et rois n'en avaient pas non plus. Chapitre 5. La modernité envahissante. Les 2 vieux observaient le changement qui arrivait peu à peu dans leur village. Après l'indépendance, la première maison en béton fut construite près du cimetière par un homme de Casablanca. Des routes furent ouvertes et des voitures passaient souvent. Les vieilles maisons se détérioraient, surtout celles qui étaient en haut de la montagne. Des pompes à eau arrivèrent dans le village et le bruit des radios brisa le calme habituel. Malgré tout cela, le vieux resta attaché aux traditions. Chapitre 6. La mémoire détruite par les commerçants. La modernité et la tradition vivaient ensemble, mais parfois avec des difficultés. Les gens du village continuaient à cultiver leurs champs et allaient au marché chaque semaine pour acheter des produits modernes. Cependant, la femme de Bouchaïb n'aimait pas aller à la minoterie du village pour moudre ses céréales. Elle préférait utiliser sa vieille meule. Elle prenait aussi soin de ses bijoux en argent, qu'elle aimait plus que l'or. Le couple était triste de voir les objets anciens, comme les bijoux et les objets en bois, être volés par des commerçants et vendus à des étrangers.
Bouchaïb avertissait sa femme des marchands malhonnêtes qui se promènent dans les villages. Ils étaient tous les deux inquiets des changements rapides dans la société, comme la mauvaise influence de la ville sur les jeunes, l'importance de l'argent et la perte des traditions familiales et humaines. Ils critiquaient aussi la consommation d'alcool et ses effets négatifs sur les jeunes. Après cette discussion, Bouchaïb dit à sa femme qu'il était en train d'écrire des poèmes. Chapitre 7. Le tremblement de terre. Un jour, à la fin de l'été, après une bonne récolte, Bouchaïb fumait pendant que sa femme préparait le tagine. Un chat orange et une mule avaient remplacé l'ancien chat noir et l'âne qui était mort. Le chat orange disparut vite après avoir mangé un peu. La nuit, le couple sentit un tremblement de terre. Le lendemain, ils apprirent que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. Les villageois, très inquiets, se sont montrés très pieux. Certains pensaient que c'était une punition de Dieu, mais Bouchaïb expliqua que c'était un phénomène naturel. Après une longue attente, les paysans étaient heureux de voir la pluie tomber sur leur village. Ces paysans, qui avaient du mal à vivre, préféraient rester dans leur village plutôt que d'aller chercher de l'argent dans les villes du Nord, où les gens riches sont arrogants et gourmands. Dans ces villes, il y avait beaucoup de pauvreté, de mendiants et d'indifférence envers les autres. Chapitre 8. L'Europe et la ville corrompent les cœurs et les mœurs. Le vieux aimait son village et ne voulait pas le quitter. Il refusait de vivre dans les quartiers pauvres de la ville, comme les jeunes qui sont attirés par la vie moderne. Ces jeunes, qui oublient la terre qui les a nourris, partent chercher des emplois mauvais dans des conditions très difficiles. Beaucoup de ceux qui sont partis en Europe n'ont pas une vie meilleure. Ils vivent dans la honte. Leurs enfants, nés dans ces pays étrangers, sont mal élevés. Ils ne respectent pas les vivants et ils abîment les tombes de leurs ancêtres. Chapitre 9. L'histoire du saint méconnu. L'hiver était très froid et les gens du village restaient chez eux. Le couple parla d'un nouveau Efki, un jeune homme qui venait de Taroudan pour remplacer l'ancien professeur qui était maintenant à la retraite. Pendant que la femme préparait le tagine comme toujours, le vieux écrivait l'histoire d'un saint qui n'était pas bien connu. Il lut un passage du poème qu'il avait écrit. Sa femme trouva cela très intéressant. Chapitre 10. L'écriture et les oranges. Le vieux était heureux de voir la verdure arriver au printemps après les pluies de l'hiver. Cela permettait au couple de manger des fruits et des légumes frais. Un matin ensoleillé, les villageois étaient de bonne humeur. Boucher prit son matériel d'écriture et en buvant du thé à l'absinthe, pensa aux femmes seules qui n'avaient pas de mari. Il pensa que leur situation était peut-être mieux que celle des femmes mariées, souvent battues et fatiguées par de nombreuses grossesses. Il écrivit encore, et quand sa femme revint de l'extérieur avec des oranges, il ne mangea pas tout de suite, car il était concentré sur son écriture. Mais après avoir écrit plusieurs pages, il mangea une orange en parlant poétiquement de ce fruit. Après le repas, qui était un couscous au navet, il parla à sa femme d'un homme appelé le Mokadem, un ancien trafiquant, puis s'endormit. Chapitre 11. Les touristes. Le vieux continuait à écrire l'histoire de la vie d'un saint peu connu, tout en expliquant à sa femme les secrets du monde. Le lendemain, un guide touristique vint chez lui pour demander à louer sa mule et des ânes. 5 touristes américains voulaient faire une promenade dans la montagne. Un d'eux était étudiant et faisait des recherches sur les traditions de la région. Les autres étaient contre la politique de leur pays. Bouchaïb invita les touristes à boire du thé, mais il refusa de leur louer ses animaux. Pressés, le guide et les touristes s'excusèrent et partirent. Chapitre 12. L'écriture. Après le départ des touristes, le vieux descendit dans le jardin et regarda le chat qui attendait pour attraper un oiseau. Après avoir préparé le thé, il commença à écrire.
Lors du déjeuner, il expliqua à sa femme que le guide était venu le voir. Peu après, le guide revint pour lui dire qu'il n'avait pas trouvé d'animaux à louer, car les villageois en avaient besoin pour leurs travaux dans les champs. Chapitre 13. La circoncision. 2 jours plus tard, Salem, un jeune homme noir, vint inviter le vieux à la fête de circoncision de 2 garçons. Il alla chez l'hôte, qui l'accueillit avec joie. Après la circoncision des 2 enfants, qui étaient un peu effrayés, les invités parlèrent de ce rituel et de l'excision dans certains pays d'Afrique. Ensuite, ils mangèrent du couscous aux tripes et repartirent. Chapitre 14. Le transistor japonais. Le vieux se fâcha contre les riches qui s'étaient installés dans le village. Il critiqua leurs défauts, leur amour pour la fausse modernité et leur richesse, qu'ils avaient obtenus par le vol. Sa colère se calma lorsqu'il vit les amandiers en fleurs. Ce matin-là de février, il alla à la minoterie pour récupérer un colis en provenance de France. En revenant chez lui, il trouva, en plus du thé et du tabac que lui envoyait régulièrement un ami en France, un transistor japonais et une robe française pour la vieille. Il commença alors à écouter des chansons tawash. Son épouse aimait beaucoup ces chants berbères. Chapitre 15. Les ennuis d'Amzil. Le vieux appela Amzil pour réparer la meule. Une fois le travail terminé, il invita Amzil à boire un verre de thé. Amzil lui raconta ses problèmes à cause de l'accouchement difficile de sa femme et lui parla de l'aide que Haj Lassen lui avait donnée. Chapitre 16. La modernité a ruiné le maréchal Ferrand. Au dîner, Bouchaïb raconta à sa femme les problèmes d'Amzil et parla de la générosité de Haj Lassen. Il était triste de voir que l'industrie moderne et les produits étrangers avaient ruiné le maréchal Ferrand, car les gens les achetaient facilement. Avant de dormir, le vieux écouta l'Awash à la radio. Chapitre 17. L'attrait de la modernité. Depuis que le magasin du village avait été agrandi, les gens allaient moins souvent au marché hebdomadaire. Même le vieux ne respectait plus cette tradition. Ce jour-là, il se rendit au magasin pour acheter des choses modernes, comme un réchaud à gaz. Chapitre 18. Le vieux, fidèle aux traditions. Le patron du magasin conseilla à Bouchaïb d'acheter des engrais, mais Bouchaïb se fâcha et refusa. Il acheta un morceau de viande de chevreau et des plantes, puis rentra chez lui. Après avoir planté les herbes qu'il avait achetées, il reprit l'écriture de l'histoire du saint, espérant qu'un jour quelqu'un trouverait son manuscrit et le publierait. Chapitre 19. Écrire contre l'oubli. Les propriétaires vendirent leurs chèvres et moutons parce qu'ils n'en voulaient plus. L'aïeule, la plus vieille de la région, refusait de quitter sa maison en mauvais état où elle vivait avec son fils pauvre. Le vieux avait beaucoup de respect pour cette femme. Il était triste à l'idée que, après sa mort, son fils, rejeté par ses frères, vendrait la maison et elle serait détruite. Bouchaïb regrettait la vente du troupeau, car c'était le dernier symbole de la région qui était changé par la modernité rapide. Ce troupeau lui rappelait son ancêtre, qui était venu du Sahara pour s'installer ici. C'est pour garder ce patrimoine que le vieux écrivait. Chapitre 20. De beaux poèmes. La Medersa, près d'un sanctuaire, était dirigée par un jeune imam instruit. Le vieux, qui lui avait donné une partie de son manuscrit il y a quelques jours, se rendit à l'école ce matin-là pour le voir. L'imam loua avec enthousiasme les poèmes et promit de les faire publier. De retour à la maison, la femme du vieux lui dit qu'Achmad leur avait apporté 2 perdreaux et qu'elle voulait moudre son orge à la minoterie. Le vieux lui donna raison et expliqua qu'il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses dans la modernité. Chapitre 21. La publication de l'œuvre du vieux. À la grande surprise de sa femme, le vieux se leva au milieu de la nuit pour commencer à écrire. Il la calma en disant que l'écriture le rendait plus jeune. Après quelques semaines,
il termina son travail et alla voir l'imam à la médersa. L'imam fit copier son œuvre par l'un de ses élèves et garda la belle copie à la bibliothèque, espérant qu'un mécène voudrait la publier. Un mois plus tard, un professeur de l'Institut de Taroudan lança une souscription et le livre fut publié. Bien que les médias aient ignoré le livre, un chanteur voulut en faire une chanson. Le vieux refusa, mais après des demandes de l'éditeur et de l'imam, il accepta. Ainsi, l'auteur gagna de l'argent et en donna une partie à l'imam pour réparer la médersa. Chapitre 22. Diffusion audiovisuelle des poèmes. Le vieux a accepté que son livre soit diffusé à la télévision et à la radio, car cela permettrait aux personnes qui ne savent pas lire de l'écouter. Cependant, il préférait que les gens qui savent lire puissent apprécier la beauté de son travail. Sa femme était contente quand on l'a appelé grand poète à la radio d'Agadir. Boucher lui a promis d'acheter un lecteur de cassettes pour qu'elle puisse écouter ses poèmes enregistrés sur cassette. Chapitre 23. Le poème Tisli Ouaman. Quelques jours après, le vieux acheta un lecteur, des cassettes de Taj Belaïd et une lampe à gaz. Quand il rentra chez lui, il dit à sa femme qu'il voulait écrire un poème appelé Tisli Ouaman. En tant que poète, il exprima sa peur d'une sécheresse qui pourrait arriver bientôt et causer beaucoup de problèmes. Chapitre 24. L'incendie du verger. Un jour, Boucher vit un verger appartenant à Oumou brûlé. Le lendemain, il apprit que des canettes de bière et des mégots avaient été trouvés dans le verger. Il pensait que Oumou serait compensé par les riches dont les enfants avaient causé l'incendie. Le couple parla longtemps de la mauvaise famille d'Oumou, puis Boucher continua à écrire son poème, en fumant et en buvant du thé. Chapitre 25. La visite de l'ami de France. Un matin, Radouane, un vieil ami du vieux, arriva après avoir vécu en France pendant 30 ans. Il lui parla de son livre qui était discuté à Paris. Radouane expliqua que les émigrés en France vivaient mal à cause du fascisme et du racisme. Ensuite, ils parlèrent de la modernité du village, où il y a de la pauvreté et où l'argent est très important. Pendant qu'ils parlaient, ils entendirent un coup de feu. L'ami expliqua que c'était Achmad qui chassait des perdreaux. 10 minutes plus tard, Achmad apporta 6 perdreaux tués. Après le déjeuner, Radouane annonça qu'il devait partir à Agadir pour rencontrer des gens importants. Il voulait acheter une ferme de fruits et installer une usine de jus d'orange. Après l'avoir dit au revoir, Radouane partit et le vieux s'endormit. Chapitre 26. La sécheresse. Cet hiver-là, le temps était très sec car les pluies tardaient à arriver. Il y avait de la sécheresse. Les animaux mouraient de faim et de soif. Même si les autorités avaient dit qu'on ne devait pas sacrifier de moutons pour l'Aïd el-Kabir, certaines personnes en ont tué. Dans les quartiers pauvres, il y a eu des émeutes qui ont été réprimées violemment. Après cela, l'État a commencé à construire des barrages. Dans le village, la sécheresse ne se faisait pas sentir aussi fort. La vieille femme a dit à son mari que ce qu'il avait prévu dans son poème « Tisli Ouaman » était vrai. Elle lui a aussi demandé des livres pour leur voisine âgée et cultivée. Le vieux a appris à sa femme à utiliser le magnétophone pour qu'elle puisse écouter ses poèmes, qui ont été chantés par un musicien. Dans ses poèmes, il parlait d'amour, de beauté et de nature. En buvant du thé, le vieux regardait la montagne et pensait au changement du temps. Il se souvenait de Koubban, un homme qui lui apportait ses stylos, crayons et cahiers. C'était un homme qui aimait sa femme profondément. Chapitre 27. L'espoir. La deuxième année de sécheresse était encore plus difficile. Les petits villages étaient vides, car les gens sont partis. Mais le vieux n'était pas très inquiet pour son village. Il critiquait ceux qui partaient vivre dans les grandes villes, où ils étaient entassés, et il n'aimait pas ceux qui devenaient riches sans se soucier des pauvres. Malgré les problèmes, Boucher restait optimiste pour l'avenir.